Les fourmis. Vous saviez qu'en s'agrippant les unes aux autres, elles étaient capables de former des véritables structures vivantes, comme cette espèce de pont par exemple. C'est fascinant, non ? Mais il y a autre chose de fascinant, c'est qu'en 1998, deux films d'animation très similaires sont sortis presque en même temps. En octobre, c'était la sortie de Fourmis par DreamWorks et le mois d'après, celle de Mille et une pattes par Pixar. Deux films d'animation qui mettent en scène, oui, des fourmis. Mais ça ne s'arrête pas là, ces deux films ils ont en fait beaucoup de points communs. Dans les deux, le personnage principal se retrouve à l'écart de la colonie, il traverse des décors formés par des déchets, il est menacé par des créatures plus grandes que lui, et à la fin, il pécho la princesse. Bref, les deux films sont très proches sur de nombreux aspects, mais en vrai, c'est lequel le meilleur des deux? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Fourmis contre Mille et une pattes, le tout premier long métrage d'animation de DreamWorks contre le deuxième film de Pixar. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui on va savoir quel est le meilleur film de fourmis. Si vous n'avez pas beaucoup de souvenirs de ces deux films, ne vous en faites pas, on va revoir rapidement toute l'histoire. Mais d'abord, voyons comment va se passer cette vidéo. On l'a dit, ces deux films ils ont pas mal de points communs, donc pour déterminer lequel est le meilleur, c'est simple, on va les comparer sur tout ce qu'on peut comparer. Ça va ressembler un peu à ce que je fais sur le format des antagonistes, mais pour changer un peu, cette fois on ne va pas faire un tableau. Non, vu qu'on est sur des fourmis, on va mettre les critères dans une sorte de fourmilière. Je vous les cache pour l'instant, mais quand c'est Fourmis qui remportera le critère, j'enverrai une fourmi dans la galerie du haut, et à l'inverse, pour Mille et une pattes, la fourmi ira dans la galerie du bas. Au total, on va donc passer par 5 critères différents, plus un 6ème critère bonus. Et commençons donc sans plus tarder par le premier critère, le scénario. Comme on est sur des films sortis il y a presque 30 ans, j'imagine qu'une petite piqûre de rappel ne vous fera pas de mal. Fourmis commence en nous introduisant Z, son protagoniste qui est en pleine crise existentielle. N'étant qu'un simple ouvrier parmi tant d'autres dans la colonie, il se sent insignifiant et son psy ne va pas forcément le rassurer là-dessus. Vous venez de faire un grand pas en avant. Ah oui? Oui, Z. Vous êtes insignifiant. Pendant que les ouvriers s'affairent à creuser un tunnel, on découvre la famille royale avec notamment la princesse Bala. Elle a beau avoir la belle vie, dans son quotidien privilégié, elle s'ennuie royalement. Et elle décide donc d'aller se changer les idées en infiltrant anonymement le bar des ouvriers. Elle y fait la rencontre de Z, partage une danse avec lui, ce qui ne le laisse pas indifférent. En fait, il veut tellement revoir la princesse qu'il va jusqu'à échanger de place avec son pote Weaver, une fourmi soldat, ce qui lui permet de rejoindre l'armée royale. Ce qu'il n'avait pas prévu par contre, c'est qu'il serait directement envoyé au combat contre des termites, des insectes bien plus gros que les fourmis qui, en plus, crachent de l'acide avec leur front. Cette bataille perdue d'avance fait en fait partie du plan du général Mandibule qui cherche à s'emparer du pouvoir en se débarrassant des meilleurs soldats de la reine. Donc, comme il l'a prévu, la bataille vire au massacre, tous les soldats se font éliminer, sauf Z qui a eu la chance de tomber dans un trou. À son retour dans la colonie, il est donc célébré en héros et il est amené devant la reine et la princesse. Évidemment, celle-ci finit par le reconnaître, dévoilant ainsi qu'un ouvrier a infiltré les rangs des soldats. Cette imposture est suffisante pour que le général Mandibule ordonne son arrestation. Z prend alors la fuite, entraînant avec lui la princesse Bala. Alors perdus dans la nature, les deux fourmis se mettent en quête de trouver Insectopia, un endroit paradisiaque dont Z a entendu parler quand il était au bar. Après quelques péripéties dont on reparlera, ils vont finalement arriver à Insectopia qui se trouve être ni plus ni moins qu'une poubelle débordante de déchets. Les deux tourtereaux vivent alors leur meilleure vie avant que la réalité de leur colonie ne les rattrape. Cutter, le second de Mandibule, vient récupérer de force la princesse car elle doit se marier avec le général. En la voyant se faire emmener, Z ne tardera pas à voler à sa rescousse à dos de guêpe. Mais une fois sur place, il apprend que le général Mandibule a prévu d'inonder presque toute la colonie pour en recréer une nouvelle dont il sera le roi. Z et Bala n'arriveront pas à empêcher l'inondation, mais ils vont unir toutes les fourmis sous la forme d'une échelle pour les faire s'échapper par la surface. Le général sera vaincu dans une chute fatale et la colonie sera enfin libre. Le film se termine avec la voix off de Z expliquant qu'il est maintenant en couple avec Bala et que la colonie a pu être rebâtie. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce scénario ? Fourmis, c'est un film qui, malgré son humour omniprésent, aborde des thématiques de fond bien sérieuses. La crise identitaire que traverse Z permet de questionner la place du libre arbitre dans une société où tout a été déterminé à la naissance. On explique à Z qu'il est insignifiant en tant qu'individu et que le seul sens de son existence est d'être dévoué à la collectivité. Si tous les individus étaient égaux, ça pourrait s'entendre, mais le film s'applique à montrer les différents niveaux de hiérarchie dans cette société et toutes les inégalités qui en découlent. Pendant que les ouvriers doivent littéralement sacrifier leur corps dans des tâches peu gratifiantes, les élites ne se salissent jamais les mains et ils ont même le loisir de s'ennuyer. Pour compléter ce tableau, on a le général Mandibule qui incarne le pouvoir et ses dérives. Il est clairement ce qu'on peut appeler un dictateur et ses actions montrent bien toute la déshumanisation de ce genre de régime. Concernant la partie du film qui se passe à l'extérieur de la colonie, elle est surtout là pour montrer qu'une fois sorti d'un train de vie aliénant, on peut enfin commencer à vivre et découvrir le vaste monde qui nous entoure.
En résumé, pour ce qui est de son scénario, Fourmise s'en sort plutôt bien avec une trame certes simple mais qui propose quand même quelques scènes audacieuses. Pour un film d'animation, je dirais qu'il n'est pas vraiment destiné aux enfants. En plus des thèmes matures, on a quelques démonstrations de violence assez graphiques. Mais assez parlé de Fourmise, penchons-nous maintenant sur notre deuxième film du jour. Dans Mille et une pattes, on découvre, surprise, une colonie de fourmis installées au pied d'un chêne. Elles sont occupées à récolter de la nourriture, mais on apprendra rapidement que celle-ci ne leur est pas entièrement destinée. Chaque été, les fourmis reçoivent en fait la visite d'un groupe de sauterelles tyranniques avec à leur tête le borgne. Les fourmis sont obligées de livrer à chaque fois une offrande de nourriture aux sauterelles. Mais les choses vont devenir compliquées quand toute la montagne de nourriture accumulée va finir à la flotte après la maladresse d'une fourmi. Et cette fourmi, c'est Tilt, le personnage principal du film. Tilt, c'est un inventeur qui cherche à trouver des moyens de récolter plus rapidement la nourriture. Ses idées semblent intelligentes, mais ça ne l'empêche pas d'être un peu maladroit. Quand les sauterelles se rendent compte que les fourmis n'ont rien à leur proposer, elles vont leur exiger le double de nourriture avant le prochain hiver. La colonie est désespérée, mais Tilt ne se laisse pas abattre, il suggère d'aller chercher de l'aide de plus gros insectes pour faire face aux sauterelles. Le voilà donc parti en mission dans la nature à la recherche de renforts. Et c'est dans un bar qu'il va trouver ses guerriers, des insectes lui ayant fait bonne impression lors d'une bagarre. Ce qu'il ignore, c'est qu'il s'agit d'une troupe de circassiens qui n'a aucun talent pour le combat. Mais les insectes acceptent de rejoindre Tilt car de leur côté, ils pensent que c'est un recruteur de talent. En arrivant dans la colonie, les insectes gagnent la confiance des fourmis en sauvant la sœur de la princesse face à l'attaque d'un oiseau. Entre temps, Tilt et la troupe ont compris leur malentendu mutuel, mais ils décident de continuer à jouer le jeu qu'ils sont des guerriers devant les fourmis. Tilt a donc besoin d'un nouveau plan pour contrer les sauterelles et ils pensent à les effrayer avec leur plus gros prédateur en construisant un oiseau factice. Avec leur nouveau héros plus l'oiseau, la colonie est rassurée, tout va pour le mieux jusqu'à l'arrivée de ce petit emmerdeur. Lui c'est Lillipus, un gérant de cirque cupide venu chercher son ancienne troupe. L'imposture est donc révélée devant toute la colonie qui, dans une déception générale, exile Tilt pour de bon. Et cette fois, ne reviens plus jamais. Les fourmis tentent alors de rassembler la nourriture demandée, mais hélas, l'heure est venue pour les sauterelles de faire leur visite et l'offrande accumulée est loin d'être suffisante. Le borgne exige de puiser directement dans les réserves personnelles des fourmis et il prévoit même d'exécuter la reine. La petite sœur de la princesse se dépêche d'aller rechercher Tilt et la troupe de cirque pour qu'ils viennent les sauver. La troupe arrive pour distraire les sauterelles pendant que Tilt utilise enfin son oiseau. Le plan marche à merveille, les sauterelles paniquent, mais ce nouvel espoir ne va pas durer longtemps puisque Lillipus, encore et toujours l'emmerdeur de service, il met le feu à l'oiseau. La supercherie est terminée et le borgne assoit sa domination sur la colonie, mais Tilt n'a pas dit son dernier mot et dans un ultime discours, il parvient à motiver la colonie à se rebeller contre leurs oppresseurs. Les sauterelles prennent la fuite sauf le borgne qui lui finit par être donné en pâture à des oisillons. La colonie peut maintenant prospérer sereinement, Tilt forme un couple avec la princesse Atta devenue reine et la troupe de cirque s'envole vers d'autres cieux. Voilà pour le scénario de Mille et une pattes. En termes d'histoire, ce film est globalement assez simple. On part sur une situation de base avec les dominés qui travaillent laborieusement pour récolter la nourriture et les dominants qui vivent du travail des autres. Le dénouement du film montre alors qu'avec une prise de conscience collective, les dominés ont le pouvoir de renverser l'ordre établi. C'est un récit qui présente donc une sorte de lutte des classes en mettant en avant la solidarité mais aussi l'initiative individuelle avec notamment les inventions de Tilt. Maintenant, si on va un peu plus dans le détail, on a ce ressort classique du héros qui se retrouve à mentir à ses alliés, ce qui entraîne plus tard un sentiment de trahison. Ça permet de créer des scènes d'émotion, mais avec le recul, je trouve que ça sonne un peu artificiel. Ça ne fait pas tellement évoluer les personnages, ça ne sert que de contretemps, puisque finalement Tilt et la troupe reviennent presque immédiatement à la rescousse de la colonie. Il est temps de conclure sur ce premier critère, lequel de Fourmise et de Mille et une pattes a le meilleur scénario. Si on parle d'un point de vue efficacité, simplicité et storytelling pur, il apparaît assez clairement que Mille et une pattes est plus solide que Fourmise. Et pourtant, je vais quand même donner le point à ce dernier, et j'en suis le premier surpris parce qu'à la base je préfère vraiment Mille et une pattes. Mais voilà, en me plongeant profondément dans ces deux films, je trouve que Fourmise a un scénario plus intéressant que Mille et une pattes. Même si dans sa structure c'est un film un peu plus brouillon où la ligne directrice est moins claire que dans le film de Pixar, il tente des choses plus audacieuses. Il s'attaque à des thématiques matures rarement montrées de cette manière dans les films d'animation. Je veux dire, dans ce film on voit carrément une tête décapitée. Bref, je trouve qu'il va un peu plus loin que Mille et une pattes, laissant presque l'impression que celui-ci est un peu trop scolaire. Voilà, c'est 1-0 pour Fourmise pour l'instant, je vous laisse vous remettre de vos émotions et on enchaîne tout de suite sur le deuxième critère. On va parler des protagonistes. C'est un point on ne peut plus important dans un film. L'histoire, on la vit avant tout à travers le protagoniste. Si on ne s'attache pas à celui-ci, ça peut être très difficile d'adhérer à l'œuvre tout simplement. On commence donc avec Z, le protagoniste de Fourmise. Dès le début du film, Z il est défini comme un loser insignifiant. Il fait partie des ouvriers, il n'est pas spécialement bon dans son travail, il est maladroit et même assez gênant dans ses interactions. Youch! Youch!
Bref, c'est pas vraiment le stéréotype du héros charismatique. C'est même plutôt ce qu'on peut appeler un anti-héros, le sommet étant atteint quand il accuse la princesse Bala pour essayer de sauver sa peau. Ça n'est pas ce que vous croyez, je peux tout expliquer, c'est simple, et c'est elle qui m'a abordé, elle m'a invité. Bon, au fil de l'histoire, on va le voir quand même un peu évoluer. Il commence à se montrer déjà plus courageux quand il s'accroche à une chaussure géante pour tenter de sauver Bala. Pour le coup, il met littéralement sa vie en danger, on peut dire qu'il y a du progrès. Par la suite, il deviendra carrément plus valeureux quand il se décidera à sauver sa colonie. Mais il faut quand même souligner que juste avant cette décision, ça lui a traversé l'esprit de simplement se barrer avec la princesse. Viens vite, la ville est totalement déserte et profitons-en pour filer. Il devient finalement un vrai leader en dirigeant les fourmis pour créer une échelle géante et fuir l'inondation par la surface. Une idée qui montre d'ailleurs qu'il a une certaine intelligence. À la fin, il sauve même le colonel Cutter en se sacrifiant à sa place, ce qui conclut bien son arc narratif. Lui qui a toujours été traité comme un pion remplaçable, là il se sacrifie de son plein gré. Le perso connaît donc une vraie évolution et quand il revient à la vie, il est vu à juste titre comme un véritable héros. Dans les détails qu'on n'a pas abordés, on peut aussi souligner qu'il fait preuve d'humour tout au long du film. Le nouveau! T'es de corvée de bois. Oui, vous avez jamais demandé pourquoi on vous appelle les nuisibles? Ça aide à le rendre un peu attachant, et un point non négligeable qu'il faut quand même s'avouer, son design n'est vraiment pas beau. C'est rare d'avoir un protagoniste aussi peu esthétique, je pense que ça peut même en rebuter certains de lancer ce film. Mais dans un sens, c'est raccord avec le personnage, vu qu'il est d'abord censé être pathétique, en le rendant pas joli, on peut encore plus être en empathie avec lui. Voyons maintenant le cas de Tilt, le protagoniste de Mille et une pattes. Bon, lui ça va, il n'a pas un design repoussant, il est par contre plutôt simple, j'ai presque envie de dire sans intérêt. Non, la principale originalité de Tilt, c'est son côté inventeur. Il est capable de construire des machines fonctionnelles avec à peu près tout ce qu'il a sous la main, ça le rend donc intelligent, d'autant plus quand il combine ses créations avec des plans ingénieux. Tout comme Z, il est assez maladroit, ça lui donne un côté peu fiable et ça explique le rejet qu'il subit de certains membres de la colonie. Par contre, il est plus courageux que Z, on le voit dès la première apparition des sauterelles, il n'hésite pas à attirer l'attention du borgne pour sauver Couette, la petite sœur de la princesse. Mais la vraie différence avec Z, c'est que Tilt est toujours tourné vers les intérêts de la colonie. Là où Z est un individualiste qui cherche à s'extirper de sa condition de pauvre ouvrier, Tilt met tout en œuvre pour aider sa colonie à récolter plus efficacement et à se défendre mieux contre les menaces qui se présentent. Ainsi, l'évolution du personnage au cours du film est un peu moins marquée. On peut souligner qu'il a recours au mensonge pour parvenir à ses fins, mais c'est surtout sa colonie qui finit par l'apprécier à sa juste valeur. Alors, qui de Z ou de Tilt est le meilleur protagoniste ? Eh bien, tout dépend l'angle qu'on choisit de prendre. Objectivement, Tilt est clairement une meilleure personne entre guillemets que Z. Il est plus courageux, plus tourné vers les autres et il a ce côté créatif que Z n'a pas. Maintenant, en termes d'attachement au personnage, je trouve que Tilt est malheureusement un peu trop lisse. Ses seuls défauts, c'est sa maladresse et ses mensonges, mais ça ne suffit pas à lui donner une vraie profondeur. Et c'est ce qui, pour moi, fait pencher la balance en la faveur de Z. On est d'accord, il est rempli de défauts, mais justement, ça le rend plus consistant et original que Tilt. Pour être complètement honnête, je trouve que dans tous les cas, les deux ne sont pas des grands personnages impactants. Et je pense même que c'est un peu à cause d'eux que leur film n'a pas laissé une grande empreinte dans la mémoire collective. Mais voilà, s'il faut trancher, je trouve Z un peu plus intéressant que Tilt. On en est donc à 2-0 pour Fourmise, certains doivent être en train de bouillonner chez eux, mais passons à la suite avec le troisième critère. Après les protagonistes, on va évidemment parler des antagonistes. Pour moi, c'est presque tout aussi important, un antagoniste mémorable, ça peut littéralement sauver un film. On commence donc avec le général Mandibule. La première phrase qu'il prononce dans le film, c'est « Les ouvriers sont faibles. » On comprend vite qu'il méprise profondément ceux qu'il juge comme inférieurs. Selon ces termes, il cherche à créer une nouvelle colonie composée uniquement des éléments forts et purifiée de ces éléments faibles. La référence est évidente et on l'a dit de toute façon, c'est un dictateur. Un vrai sociopathe qui n'a aucun scrupule à envoyer au casse-pipe ses semblables et dans son plan final, il n'hésite pas non plus à sacrifier une bonne partie de la colonie, dont la reine. Un autre trait qui confirme la sombre référence, c'est son côté grand orateur. Il est capable de convaincre et de fédérer toutes les fourmis avec ses discours. Selon lui, il pense toujours agir en faveur de ce qui est bon pour la colonie et il ira même jusqu'à affirmer « La colonie c'est moi !» Mais ce qu'il importe en réalité, c'est le pouvoir. Il est assoiffé de pouvoir et quand celui-ci commence à lui échapper des mains, sa rage va le consumer, ce qui le conduira à sa perte. Passons maintenant à l'antagoniste de Mille et une pattes, le borgne. Son entrée en scène est déjà très soignée. Dès qu'il apparaît, un silence glacial s'installe, il ne dit rien et se contente de se déplacer lentement parmi les fourmis apeurées qui s'écartent sur son chemin.
On peut déjà sentir le génie de la réalisation de Pixar dans ce qui est ici l'un de leurs tout premiers films. Cette première scène nous montre bien toute l'emprise que le borgne exerce sur la colonie. Il les domine par la terreur et même ses semblables ont l'air de le craindre. Sa méchanceté ne s'arrête pas à ses mots, elle se confirme par ses actes. On le voit par exemple attraper Couette, l'une des fourmis les plus jeunes, et il a l'air clairement prêt à la laisser entre les griffes de Pampan, une sauterelle sauvage et déchaînée. Mais la scène qui fait passer le borgne à un niveau supérieur, c'est celle où il explique à ses camarades le danger potentiel que représentent les fourmis. On comprend alors qu'il n'est pas juste méchant sans raison. En réalité, c'est la peur qui le pousse à persécuter les fourmis. Il a conscience qu'elles sont bien plus nombreuses que les sauterelles et qu'elles pourraient donc à tout moment les surpasser. Dans le fond, le borgne a compris que c'est en fait lui qui est dépendant des fourmis, puisque même pour récolter la nourriture, elles sont certainement bien plus efficaces que son équipe de sauterelles. Il le voit donc comme une question de survie, s'il n'arrive pas à garder son emprise sur les fourmis, les sauterelles auront bien plus de mal à se nourrir. Pour finir, on peut souligner la symbolique de sa mort, lui qui a toujours volé la nourriture des autres, il finit par servir lui-même de nourriture. Alors, qui du général Mandibule ou du borgne est le meilleur antagoniste? Eh bien, c'est le premier point que je vais donner à Mille et une pattes. On l'a vu, le borgne a été écrit avec une certaine profondeur que l'on ne retrouve pas chez le général. De son côté, il a certes une personnalité forte et affirmée, mais il aurait mérité un peu plus de développement. Peut-être nous faire comprendre pourquoi il est devenu comme ça par exemple. On peut aussi comparer les designs des personnages. Le borgne a un design, une démarche bien plus impactante que celle de Mandibule. Pour lui, DreamWorks s'est contenté de lui faire une grosse tête anguleuse, il y avait peut-être moyen de pousser un peu le délire. Enfin, je trouve qu'au global, Pixar a vraiment plus soigné son méchant. On a déjà parlé de la première apparition qui pose le ton, mais le deuxième assaut des sauterelles va même encore plus loin. On les voit sortir progressivement du brouillard, encerclant les fourmis qui n'ont alors plus d'issue possible. Le borgne apparaît en dernier et balance l'offrande insuffisante sur le sol. C'est là qu'on voit qu'une bonne réalisation, ça fait toute la différence. Chacune des apparitions du borgne est bien mise en valeur, là où celles du général Mandibule sont plus nombreuses mais beaucoup moins remarquables. Ça nous fait donc 2-1 toujours en faveur de Fourmise. Passons au quatrième critère. Alors, après avoir parlé des personnages les plus importants, il nous reste à comparer les personnages secondaires. Dans Fourmise, on a d'abord la princesse Bala. C'est l'archétype classique de la fille privilégiée qui veut s'évader de sa prison dorée. On va pas se cacher qu'elle n'apporte pas grand chose, en fait elle ne sert qu'à donner un objectif à Z. Ensuite on a Weaver, le meilleur ami de Z qui se trouve être un soldat. C'est un grand costaud sympathique et pour le coup il est plutôt attachant. On le voit prendre la défense de Z face à d'autres soldats et quand il se fait battre, il résiste longtemps avant de révéler où se cache son ami. C'est aussi, on le rappelle, grâce à Weaver que Z peut infiltrer l'armée, c'est lui qui accepte d'échanger de métier le temps d'une journée. Mais il faut préciser qu'il accepte cet échange parce qu'il sait aussi qu'il peut rencontrer des belles ouvrières. C'est comme ça qu'il fait la connaissance d'Azteca, une collègue de Z. Azteca, pour un perso secondaire, elle a le droit à une certaine évolution. Au début du film, elle tient le discours qu'on lui a rentré dans la tête, à savoir les fourmis n'ont pas d'importance en tant qu'individu, la seule chose qui compte c'est la colonie. On comprend grâce à elle le genre de psychologie qui garde tous les ouvriers bien sagement dans le rang. Plus tard, quand elle voit que Z est sorti de sa condition de simple ouvrier, c'est elle qui va répandre autour d'elle l'idée qu'en fait, ils ont le choix. Ils ne sont pas cantonnés à une vie de labeur pénible. Enfin, un dernier personnage qui a une certaine importance, c'est le colonel Cutter. Il s'agit du second de Mandibule et lui aussi connaît une certaine évolution. Pendant tout le film, il suit les ordres du général, mais on le voit souvent douter et essayer de raisonner son supérieur. À la fin du film, quand le comportement de Mandibule devient trop extrême, Cutter finit par se retourner contre son chef. À mon sens, ce personnage il sert à montrer que dans un système corrompu, il suffit parfois d'un sursaut de lucidité, juste une personne qui remet les choses en question pour enrayer la machine. Ça, c'est pour le bien de la colonie, général. Pour les persos secondaires dans Mille et une pattes, on peut commencer par Princesse Atta. Alors malgré la ressemblance de leurs noms, Princesse Bala et Princesse Atta ne sont pas vraiment les mêmes personnages. Cette dernière n'est pas spécialement ennuyée par la vie royale, elle est plutôt dans l'apprentissage de ses fonctions. Ainsi ce n'est pas non plus un personnage très intéressant puisque la plupart de ses décisions découleront directement de ce que lui enseignent les anciens. Sa petite sœur Couette est limite plus intéressante. Même si elle est plus jeune que les autres, elle comprend les choses bien plus vite. C'est l'une des plus courageuses de la colonie et c'est la première à faire confiance à Tilt. A l'inverse, on a la reine, figure d'autorité qui incarne l'ancienne génération et qui a beaucoup de mal à accepter les nouvelles méthodes de Tilt. En termes de personnages, le vrai ajout original de ce film, c'est la troupe de cirque. Au-delà d'apporter de la diversité avec ces 9 insectes aux personnalités variées, les scènes les plus intéressantes avec eux, ce sont celles qui exploitent leurs particularités physiques. Par exemple, quand ils sont attaqués par l'oiseau, chaque insecte montre son utilité et on réalise que la troupe au complet peut faire face à n'importe quelle situation. Ça rappelle forcément Toy Story et ses jouets qui, une fois en équipe, peuvent accomplir des prouesses. Du côté des méchants, on a Plouk, oui c'est vraiment son nom, c'est le petit frère du
borgne, il est sympa mais un peu bébête, je pense qu'il sert surtout à apporter du contraste avec le borgne en montrant que toutes les sauterelles ne sont pas aussi méchantes. Et enfin, on peut citer Pampan, une sauterelle complètement sauvage et hors de contrôle. C'est clairement un personnage créé pour l'horreur qui sert à rendre les invasions des sauterelles encore plus flippantes. Sur ce critère, je trouve que ça va assez facilement à 1001 pattes, on a beaucoup plus de personnages qui sont un minimum intéressants dans le film de Pixar. Dans Fourmise, on sent qu'à part Z et Mandibule, ils ont un peu négligé tout le reste des personnages. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Là où pour 1001 pattes, ils ont quand même créé une belle galerie de personnages. Nous voilà à une égalité, 2 points pour chaque film, voyons lequel va reprendre la tête avec le 5e critère. On a parlé de l'histoire et des personnages, il reste à voir un point important, l'animation, la beauté des images. Et bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de suspense sur celui-là, le point va aller directement à 1001 pattes. Mais on va développer un peu quand même. Fourmise, on peut lui trouver toutes les qualités qu'on veut, mais le film n'est vraiment pas joli et il a assez mal vieilli. Les personnages ont vraiment des sales têtes, les textures sont souvent vues de près et font grossières, les couleurs sont ternes, les modélisations 3D sont très anguleuses et on sent que l'animation en est encore à ses débuts. Les mouvements manquent de fluidité, ils font un peu trop mécanique, presque robotique par moments, et l'animation des visages manque aussi beaucoup d'émotion. Par exemple, dans cette scène, Weaver pense que son meilleur ami Z est mort. Donc quand il comprend que finalement il a survécu, on doit vraiment sentir une immense joie qui l'anime. Voyons ça. Z, le petit garçon est sorti. Sans parler qu'on a carrément des bugs d'animation à certains moments. Bon, maintenant tout n'est pas à jeter, on a quand même quelques décors plutôt chouettes et il faut souligner les nombreuses scènes de foule très ambitieuses pour l'époque. Avec les fourmis qui réalisent des formations pour faire par exemple une boule de démolition ou l'immense échelle. D'ailleurs, toute cette séquence finale avec l'inondation est quand même assez balèze. Ça devait être un sacré défi à réaliser avec les ordinateurs de l'époque. La scène de guerre contre les termites et le champ de bataille qui en résulte est aussi plutôt bien foutu dans son ambiance. On reconnaît bien les codes, je pense même que ça tient la comparaison avec des vrais films de guerre en prise de vue réelle. Mais voilà, en face on a Pixar qui a eu le temps de se faire la main sur la 3D avec un premier film, et franchement ça se voit. Graphiquement, 1001 pattes est vraiment un cran au-dessus de Toy Story. Les textures, même quand elles sont vues de très près, sont bien plus détaillées, la végétation est vraiment jolie, les plantes et les fleurs qu'on a l'occasion de voir elles aussi de très près sont super bien faites pour l'époque, les couleurs ont du caractère, les ambiances lumineuses sont bien contrastées, et même l'animation de manière générale est beaucoup plus fluide que dans Fourmise. J'ai réussi à voir un petit bug d'articulation qui claque ici, mais faut vraiment aller chercher dans le détail. Alors c'est sûr que par rapport à nos films d'aujourd'hui, 1001 pattes a un peu vieilli lui aussi, mais il tient encore carrément la route. Et tant qu'on est sur l'aspect esthétique, un point de comparaison intéressant entre les deux films, c'est le design des fourmis. DreamWorks a fait le choix de rester assez proche des vraies fourmis, elles ont bien 6 pattes, en l'occurrence 2 bras et 4 jambes. Alors que chez Pixar, ils ont choisi de modifier un peu l'anatomie de leurs fourmis pour les rendre plus jolies. Elles n'ont que 2 bras de jambes, comme les humains, ça les rend ainsi plus attrayantes à nos yeux. Alors oui, c'est de la triche, mais je pense que c'est un bon choix. Non, parce que si on voulait vraiment être fidèle à la nature, faut rappeler qu'une fourmi, en réalité, ça ressemble à ça. Donc des fois, s'éloigner un peu de la réalité, ça peut être une bonne idée. Par contre, pour les sauterelles, Pixar leur a bien laissé leurs 6 pattes, cette fois dans le but inverse, les rendre un peu plus monstrueuses à nos yeux. Bref, aucun doute possible sur ce critère-là, Pixar ils ont été les premiers à se lancer dans le long métrage d'animation en 3D et à cette époque-là, ils étaient juste imprenables. On est donc sur un 3-2 en faveur de 1001 pattes, mais il reste un dernier critère bonus. J'appelle ça un bonus parce que ça va être un critère qui ne peut s'appliquer qu'à ces deux films précisément. Pour cette manche ultime, on va comparer l'immersion à hauteur de fourmis. C'est pour moi un vrai critère important quand on fait un film avec des insectes comme protagonistes. Et sur cet aspect-là, Fourmise s'en sort très bien. Dès le début du film, la découverte de la fourmilière est vraiment immersive. On plonge dans des vastes décors fourmillants de vie, ça s'agite partout et on retrouve bien toute l'efficacité collective de ces petites bestioles. On l'a vu précédemment, on a aussi beaucoup de jeux de formation des fourmis pour accomplir différentes actions, la boule de démolition, les grands bataillons ou encore une fois l'échelle finale. Une colonie de fourmis, ça se caractérise par son grand nombre d'individus et DreamWorks a bien tiré parti de ça. Pour le coup même plus que dans 1001 pattes où on pourrait presque les compter. Là dans Fourmis, il y en a littéralement des milliers qui grouillent à l'écran. Maintenant, qui dit immersion à hauteur de fourmis dit rapport d'échelle impressionnant. Et là aussi, Fourmis s'amuse beaucoup avec ce concept. On a par exemple une simple loupe qui devient du point de vue des fourmis un puissant laser détruisant tout sur son passage. Plus tard, on voit qu'une simple goutte d'eau peut causer la noyade et on réalise alors à quel point les fourmis prennent un grand risque à se balader à l'extérieur. Mais la meilleure scène en termes d'immersion, c'est l'attaque de la chaussure géante. Le point de vue nous met directement à la place de Z et le gigantisme de ses jambes humaines est vraiment troublant. Enfin, j'ai trouvé la fin du film très réussie, on s'écarte progressivement de la colonie pour découvrir qu'elle se trouve en fait dans un parc juste à côté d'une grande ville. Ça renforce bien le rapport d'échelle en révélant à quel point toute l'histoire qu'on vient de suivre ne s'est déroulée que dans une toute petite zone.
il ne nous reste plus qu'à voir comment Mille et une pattes gère son immersion à hauteur de fourmi. Bon, le film commence un peu de la même façon en nous montrant toute la colonie qui s'affaire à la récolte de nourriture. Ça fonctionne bien même si, encore une fois, à côté de fourmis, ça fait un peu timide. Là où Mille et une pattes tire son épingle du jeu par contre, ça va être sur la traversée des différents décors. Comme Pixar est allé suffisamment loin dans le détail, les décors sont bien immersifs et on redécouvre des objets simples avec un nouveau point de vue. La scène du cirque en est la meilleure démonstration, un parasol devient un chapiteau entier, une ceinture délimite la scène centrale et un bac à glaçons sert de gradin pour les spectateurs. On sent que tout ce petit monde a été bien réfléchi et l'arrivée de Tilt dans la ville est clairement plus impressionnante que celle dans Fourmise. Dans celle-ci, on voit qu'il ne s'agit que de déchets laissés à l'abandon alors que dans Mille et une pattes, les insectes se sont vraiment réappropriés l'espace à leur manière. Sinon, l'autre scène qui appuie bien le rapport d'échelle, c'est la confrontation avec l'oiseau. Celui-ci fait presque penser à un dinosaure dans Jurassic Park et on ressent bien toute la fragilité de ces petits insectes. D'ailleurs, dans les deux films, on retrouve l'idée que les gouttes d'eau sont dangereuses pour les fourmis. Mais sur ce point précis, c'est bien Mille et une pattes qui a la meilleure scène pour montrer ça. Dans Fourmise, il n'y a qu'une seule goutte d'eau qui tombe, là où dans le film de Pixar, c'est carrément une averse, ce qui donne une scène d'apocalypse. Enfin, encore un point commun, c'est marrant, Mille et une pattes se termine sur le même type de dernier plan que dans Fourmise, un dézoom pour revenir à la vue d'ensemble du lieu où l'histoire s'est déroulée. Ça marche bien aussi, même si pour le coup je trouve l'effet un peu plus fort dans Fourmise. Quand on voit la ville directement à côté, le rapport d'échelle est encore plus palpable que juste un plan d'ensemble de la nature. Pour conclure sur ce dernier critère, je ne vois pas d'autre solution que d'attribuer le point aux deux films. Je trouve qu'ils ont tous les deux réussi à créer une immersion à leur manière. Fourmise plus par son nombre d'individus qui permet des scènes vraiment impressionnantes, et Mille et une pattes plutôt par ses décors soignés qui donnent du sens à ce monde minuscule. Vous l'avez compris, Mille et une pattes remporte cet affrontement 4-3. En prenant un maximum de critères en compte, c'est selon moi le meilleur film de Fourmis. Je vous invite à écrire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce résultat ou pas. Honnêtement, en commençant cette vidéo, je pensais pas que le match serait aussi serré. J'espère que cette vidéo vous a plu, comparer ces deux films c'est une idée que j'avais depuis longtemps. Si vous avez des idées d'affrontements que vous aimeriez voir dans le même genre, n'hésitez pas à les suggérer en commentaire. Je vous recommande cette vidéo où je compare presque plan par plan le Blanche-Neige de 1937 avec celui de 2025, si vous aimez bien les affrontements, là c'est plus animation versus live action. Et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine. Youch.